musclé, on est entêté. Oh yeah! Un peu sauvage, c'est bon. On fait ce qu'on veut, notre corps, on est faf, 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 farouche. Approche-toi pas. Salut les farouches, mon nom c'est Coralie Laperrière et j'utilise le pronom elle. Et moi, c'est Emna Achour et j'utilise aussi le pronom elle. Et c'est encore un épisode estival de Farouche. Oui, votre podcast, j'aime ça le répéter, votre podcast, écoféministe, politique, humoristique et anti-Mathieu Bocoté préféré. Oui, exactement. Et on est en ce moment à l'espace de coworking La Halte 24/7. On a le local et l'équipement grâce à Pivot, notre média indépendant préféré. Le seul média au Québec qui essaie pas d'engager Pierre-Yves McSween parce que nous, il n'y a pas le budget Non, c'est ça. pour, et probablement. Puis on a la chance d'être en compagnie d'Alex Vien, ou alias Grand-Mère Grunge sur Instagram. Alex, merci d'être là. Merci pour ta présence. D'avoir pensé à moi. Oui, on est trop contente de te recevoir. Alex, pour les rares personnes qui ne te connaissent pas, peut-être tu es auteur, chroniqueur à l'écrit et à la radio, entre autres. Nos auditeurs te connaissent peut-être aussi pour avoir lu ton premier roman, Les Pénitences. Est-ce que tu te sens farouche aujourd'hui, Alex? Toujours! Je suis toujours farouche, toujours on the edge. Bonne réponse, on aime ça. Bonne réponse. Ben écoute, on peut se lancer. Vas-y. Moi, je voulais te parler de ton bac en cinéma que tu viens de compléter. Grand accomplissement. Bravo. Oui, bravo. Surtout que tu as fait ça pas à temps plein, dans le sens... Tu avais d'autres choses en même temps que tu faisais. Tu as commencé il y a 4 ans déjà, puis il y a plein de choses qui se sont passées dans ta carrière depuis. Oui, ben c'est ça qui est drôle, c'est que je faisais ça à temps plein, mais je faisais plein d'autres choses en parallèle, fait qu'à temps plein. C'est ça, j'étais comme tiraillée dans plein de directions. Ben oui, j'ai commencé ça, voulez-vous comme l'histoire? Ben oui, on veut tout savoir de toi. Mais j'avais jamais été à l'université, en finissant mon cégep, j'avais pas les sous. Je savais même pas qu'on pouvait s'endetter pour aller à l'école. J'avais personne pour m'apprendre ça. J'étais la première personne de ma famille aussi. Personne dessoufflée qui a fait « Je suis endettée, j'ai 15 000 $ de dette. » Mais c'est ça, je savais même pas... Tu sais, comme quand tu grandis avec pas beaucoup de sous, comme avoir des dettes, c'est vraiment épeurant. Puis on dirait que c'est juste réservé aux gens qui ont un revenu stable. Puis en finissant le cégep en création littéraire, j'aurais vraiment voulu poursuivre. Tu sais, j'avais comme plein d'amis qui allaient comme vers un beau parcours universitaire. Mais pour moi, c'était comme juste pas envisageable. Puis j'avais comme... C'est ça, aucune éducation par rapport à la culture universitaire. Même, je savais même pas c'était quoi la différence entre un bac et une maîtrise. Tu sais, fait que toutes ces choses-là, comme je les observais comme à distance. Puis j'ai vécu beaucoup de crises existentielles pendant ma vingtaine parce que je voyais mes amis, tu sais, finir comme leur, tu sais, en tout cas, aller au bac en or, puis tout ça, j'allais dans leur party. Puis moi, pendant ce temps-là, ben, je mettais le focus sur essayer d'avoir des jobs de plus en plus payantes, qui se rapprochaient peut-être de ce que je voulais faire dans la vie. J'écrivais en parallèle pour des blogs, puis... C'est ça, je sentais que je passais à côté d'une grande expérience, non seulement comme sociale, mais comme intellectuelle. Puis ma meilleure amie peut en témoigner, on a été colocs, je faisais régulièrement des petites crises, que j'étais comme, qu'est-ce que je fais de ma vie? Pourquoi je suis pas en train de vivre ces expériences-là aussi? Faire agrandir mon petit cerveau, qui est vraiment compatible aussi avec l'éducation. Là, j'aime ça, l'école. Puis, Fait que t'as commencé ton bac t'avais quel âge? Ben, j'avais 27 ans. Okay. C'est ça fait 4 ans. J'en ai 31 aujourd'hui. C'est vraiment à cause de la pandémie aussi. J'ai perdu un travail qui était vraiment payant, que j'avais comme monté les échelons comme pour essayer de me rapprocher un peu plus un espèce de mix là, entre quelque chose qui pourrait me donner comme plus une sécurité financière, puis en même temps quelque chose de créatif qui se rapprocherait de l'écriture. Ma dernière job rendue à ce point-là que j'ai perdu, on a tout été remplacés par des algorithmes. J'étais comme gestionnaire de réseaux sociaux je faisais ça pour comme la plateforme MSN. Puis maintenant, c'est géré par des robots. Fait que, wow, OK, c'est ça. Gros clusterfuck, là. Mais en gros, c'est ça, comme, j'ai eu le chômage pendant 1 an, ce qui est un privilège que j'avais jamais pu expérimenter, de pouvoir avoir des sous, puis en même temps m'arrêter de travailler, puis me demander vraiment qu'est-ce que je voulais faire. Puis je me suis rendu compte, je pense que j'ai juste pas le goût de retourner comme dans un job de bureau. J'ai juste le goût de comme bambocher, faire des niaiseries, comme justement prendre des risques, puis faire quelque chose un peu irresponsable. Fait que je me suis dit, what if on apprend à s'endetter, puis on apprend c'est quoi l'aide financière aux études. Puis à ce moment-là, j'avais terminé le manuscrit des Pénitences.
comme le moment où j'ai appliqué à l'université, puis le moment où je l'ai envoyé à une maison d'édition, c'était quasiment en même temps. Puis là, je me disais, si jamais c'est pas pris par une maison d'édition, mais je pense que j'ai accompli quelque chose de significatif, puis j'aimerais ça, si ça devient pas un livre, que ça puisse devenir un film. Puis, j'ai toujours aimé le cinéma. L'idée de retourner comme à l'école pour la littérature, j'avais juste peur que ça me mette dans un carcan un peu, tu sais, puis que, je sais pas, ça m'éloigne un peu de ce que j'aimais justement dans l'écriture, qui est quelque chose de très instinctif. Puis je me suis inscrite au bac en cinéma, puis 6 jours après, j'ai su que j'avais été pris au Cheval Doux pour que mon livre soit publié. Fait que là, ça a comme donné toute une autre texture à mes études puis à mon parcours universitaire à venir. Fait que... Ah, wow. Mais c'est super intéressant. Puis je pense qu'on n'en a jamais parlé vraiment à Farouche des études, en fait, parce que... Ben non, j'en ai pas. C'est ça, parce qu'on a comme 3 backgrounds différents, puis je trouve ça intéressant. Puis tu disais, en plus, tu avais l'impression de miss out sur une expérience. Tu sais, moi, mettons, j'ai toujours su que je voulais aller à l'université. Mes parents non plus n'avaient pas beaucoup de sous, mais moi, j'avais la chance de savoir que je pouvais emprunter de l'argent puis demander de l'aide financière pour aller au bac. Fait que j'ai fait mon bac. J'avoue que c'est pas l'expérience, moi, la plus transcendante de ma carrière, là. Après 1 an, j'ai trouvé ma première job en journalisme parce que j'ai étudié en journalisme à l'UQAM. Puis j'étais comme, si je pouvais ne pas le finir, ce bac-là, je le ferais. Mais finalement, j'ai le faux mot, fait que je l'ai fini. Mais tu sais, moi, c'était sûr. Fait que j'ai demandé des sous, je suis rentrée à l'université. Puis j'ai eu la chance, après 1 an, de trouver une job. Fait que j'ai payé ma dette. Puis après ça, j'ai pu redemander de l'argent. J'ai payé mes sessions au cash, tu sais. Toi, Coralie, t'es pas du tout allée à l'université. Ben moi, j'ai fait des cours. Ouais, j'ai fait des cours en philosophie parce que je me cherchais. Puis je voulais aller, moi, à la base, j'avais fait une première audition pour un premier stage d'écriture à l'École nationale de l'humour. J'avais été pas acceptée 1 année. Après ça, l'année d'après, j'étais comment? Je voulais faire mes auditions pour les Écoles nationales de théâtre. My God, it's another time. Et puis finalement, j'étais comment? Je vais faire juste une session à l'université en philosophie pour voir. Moi non plus, j'avais pas beaucoup de connaissances universitaires. Puis là, moi, j'ai pris des cours toutes de 3e année en philosophie. Moi, je savais pas qu'il y avait des cours de 1re, 2e, 3e année. Fait qu'ils te laissent comme t'inscrire. Puis c'est quoi? T'es arrivé sur place puis t'as fait... Moi, tout le monde pensait que j'arrivais genre de l'UDM. Parce que tout le monde est comme, pourquoi t'es en 3e année de cours dans philosophie? Puis j'étais comme, il y a des codes. Je comprenais pas ça. Okay. Fait que mais t'es suivis par pareil. Je les ai suivis. J'ai trouvé ça trop facile parce que pour moi, l'école, c'est trop facile. Puis j'étais comme, j'ai pas eu de fun. J'ai eu un accident de vélo. Il y a eu la grève de 2015. J'ai eu un accident de vélo. J'étais clouée au lit. J'étais genre... Puis je revoyais les pop-up de l'École nationale de l'humour popper sur mon Facebook de genre, inscrivez-vous. Puis j'ai comme fait, je vais me réessayer à l'École nationale de l'humour d'un coup que. Finalement, j'ai été acceptée comme humoriste et comme autrice. Fait que j'étais allée à l'École de l'humour, puis j'ai jamais voulu avoir un... Puis moi, il y avait personne dans ma famille qui a un bac. Ma mère a fini par finir son bac, mon Dieu, il y a quelques années, parce qu'elle avait commencé son bac, puis après ça, elle est tombée enceinte de moi. Mais, fait que, ouais, moi les études, c'est pas quelque chose qui est valorisé dans ma famille non plus. Puis, puis tant qu'avec l'École de l'humour, j'étais comme, je pars là-dedans. Puis j'ai pas vraiment voulu... faire d'autres cours après. Il faut dire que j'étais allée au Conservatoire La Salle, qui est un cégep privé, puis qui était vraiment, vraiment super bien avancé au niveau... On avait des cours de cinéma, on avait des cours de radio, puis j'ai jamais trouvé... Tu sais, moi, l'École de l'humour, je l'ai trouvée moins pertinente que le Conservatoire La Salle, fait que j'ai jamais voulu continuer. Mais mon chum Octave a fait cinéma. T'as fait cinéma à l'UQAM? À l'UDM. À l'UDM. Ah! Fait qu'en théorique, t'as fait ça. Ben, y a-tu du pratique ça, mais moi, c'était 50-50 pratique et théorique. J'ai eu des cours, tu sais, j'en ai fait des films, j'ai réalisé des courts-métrages, on a travaillé. C'est une des dernières écoles à travailler avec la pellicule aussi. Puis c'est une école qui a quand même formé des grands cinéastes, des grands aussi cinéastes. Cinéaste, c'est un mot... c'est un mot épicé. Puis est-ce que t'es satisfait de cette expérience que tu voulais pas miss out on quand tu regardais tes amis dans leur vingtaine? Oui, ben c'est sûr que c'est différent parce qu'il y avait quand même un gap d'âge. Ouais. J'étais avec beaucoup de personnes qui étaient nées en 2003. Oh, wow! Ouais, c'est comment ça, le gap? Comment tu vivais le gap? C'est super le fun. Moi, j'ai rencontré des personnes vraiment chouettes qui avaient aussi beaucoup de choses à m'apprendre. Puis je pense qu'il y a comme plein de choses qui me viennent en tête quand je pense à ça. C'est mostly positif, mais moi, ça m'a vraiment confrontée au fait que comme dans mes groupes d'amis, j'étais souvent la personne la plus jeune ou j'étais beaucoup valorisée d'être comme une personne mature ou allumée qui était amie avec des gens beaucoup plus vieux, tu sais. Puis là, je me retrouvais dans une position où comme je jouais des fois on dirait
j'assumais comme la différence d'âge, mais en faisant des jokes dessus ou comme en ayant comme un espèce de rôle de mentor que je me donnais qui était pas approprié parce que moi aussi j'étais là pour apprendre. Fait que tu sais, il y a comme eu j'ai dû défaire comme beaucoup de choses, puis surtout j'ai dû comme apprendre à arrêter d'avoir honte de mon parcours atypique. Je pensais qu'il y aurait quand même plus de diversité d'âge à l'université. T'étais-tu la personne la plus vieille? Oui. Ah, ouais? Oui, dans pas mal de cours. Ben, c'est sûr, dans les cours pratiques, oui. Dans les cours t'es plus théoriques, il y avait des gens comme dans la cinquantaine. Il y en avait des tonnes, là, mais... Ouais, puis, tu sais, après ça, quand je les entendais, eux et elles, faire des jokes là-dessus, j'étais comme, j'ai-tu l'air de ça? Faut que j'arrête, là, tu sais, c'est juste gênant. Fait que c'est ça m'a beaucoup appris, puis, tu sais... C'était vraiment... J'avais peur quand même de m'inscrire en cinéma parce que je me disais, ben, on va faire des films, je vais devoir avoir des idées, tu sais, sur commande, au bon moment, dans un laps de temps comme très, très court. Les sessions universitaires, c'est juste comme... Le rythme est complètement capoté, puis... mais ça m'a mis au défi, ça m'a fait faire des choses que j'aurais jamais pu faire autrement. Puis mon thinking avec ça, c'était surtout, ben, tu sais, les personnes assignées femmes s'envisagent jamais vraiment comme dans certains postes comme plus techniques ou comme plus de leadership. Comme la réalisation, c'est tous des gars qui veulent faire ça. Puis moi, je me disais, mais what if, comme, tu sais, je mets les mains là-dedans puis je découvre que j'aime faire de la direction photo ou j'aime plus comme, tu sais, jouer avec des caméras ou réaliser même. Puis j'ai appris quand même beaucoup de choses sur moi. Il y a des choses qui étaient excessivement difficiles que je me suis rendu compte, peut-être pas too old for this shit, mais comme mon endurance, mon niveau d'énergie, je suis juste pas faite pour être sur des tournages où on est debout pendant 15 heures. C'est brûlant, faut, c'est ça. C'est beaucoup d'énergie. Je pense qu'il y a des choses que je faisais très bien. J'avais un leadership naturel, tu sais, puis qui a été bien apprécié. J'ai beaucoup aimé réaliser un court-métrage. Je trouvais que j'avais des compétences vraiment naturelles là-dedans. Mais au final, tu sais, je ressors avec comme plein de compétences connexes que... C'est ça qui me fait triper avec l'école. Comme j'ai pas envie d'aller à l'école pour ressortir de là avec une job très claire, mais juste pour sentir que comme je suis capable de faire plus que ce que je pouvais avant, tu sais. Puis ce qui va se présenter sur mon chemin, je vais peut-être être comme oui, je suis capable, tu sais, j'ai déjà essayé ça, ou juste de défaire cette idée-là dans la tête que parce qu'on n'a jamais fait quelque chose, on n'est pas capable d'apprendre. Je trouve que juste de mettre ça à l'épreuve dans un contexte comme scolaire ou t'apprends à apprendre, quasiment. C'est ça, parce qu'on pense souvent que comme pour s'inscrire dans un domaine ou pour aller étudier dans un domaine, il faut déjà savoir des choses, ce qui est un peu weird. Pourquoi on pense ça? Pourquoi on pense qu'il faut savoir ce qu'on va apprendre d'avance, tu sais? Puis fou, hein? Je pense que ça m'a juste rappelé, ben, je suis là pour apprendre. Si des fois je goal pas tout de suite, ben, l'expérience vaut la peine quand même. Fait que c'est ça, je ressors avec comme plein de richesses. C'est trop cool. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu vas être grand? Non, mais dans le sens maintenant, parce que là, les pénitences, il va y avoir une adaptation cinématographique. Vous avez vu la SODEC, c'est cool, oui, ça? Pour l'écriture. Le financement au développement. C'est l'écriture du scénario. Il faut avoir un enthousiasme prudent pour comme tous les projets de cinéma, parce qu'après ça, on redépose le scénario pour avoir de l'argent pour la production. Ça, c'est pas garanti non plus. Il y a plein de cinéastes super connus qui... ont jamais... qu'il y a des projets de scénario qui ont comme coulé à ce moment-là. Ça n'a pas de sens, ça, être accepté pour 50% du projet, mais pas pour l'autre 50%. T'es comme, voyons. Je sais. Tu sais, je vois ça aussi comme... Ça me fait une job, j'ai un loyer à payer, c'est le fun. Puis encore, je mets comme à l'épreuve des choses que j'ai appris dans mon bac en cinéma, mais d'une manière tellement plus concrète et personnelle, puis tout ça. Puis je suis tellement bien accompagnée avec Raphaël Ouellette puis Emmanuel Gilbert qui co-scénarise avec moi. Fait que c'est ça, tu sais, comme... J'aurais pu, je pense, avoir comme le gusto de me dire comme je suis capable de m'insérer dans une équipe de scénarisation avant, mais je pense que là, tu sais, t'as plus d'outils. J'ai plus d'outils, là, puis je sais plus aussi comme, ben, je vais être capable de me débrouiller. Si je sais pas quelque chose, ben, j'ai encore le droit d'apprendre, même si je suis payée pour ça, tu sais. Puis j'ai toujours été curieuse. Pour passer d'un livre écrit, là, tu sais, un livre écrit, là, OK, et à un livre, c'est écrit. À un scénario, dans ma tête, c'est comme, c'est pas si loin l'un de l'autre. C'est juste 400 pages de différence. Ben non, mais c'est ça, faut-tu rajouter des dialogues, faut-tu rajouter des didascalies partout, c'est quoi tu changes-tu ton histoire parce qu'il y a un producteur qui t'a dit que telle page dans tel chapitre dans ton livre pouvait pas passer à l'écran, comment ça fonctionne? Ben c'est sûr, chaque livre est différent, puis les raisons pour lesquelles on adapte un livre sont très différentes aussi pour chaque livre.
C'est sûr que moi, c'est un livre très court. Il fait comme 126 pages. Honnêtement, c'est quasiment textbook comme la longueur d'un scénario. Okay. Un scénario, c'est comme 1 minute par page. Fait que ça se traduit très bien. Il y a des gens qui m'ont approché qui étaient comme « Ah, je pense que c'est un court-métrage. » Moi, je me disais non. Fait que, mais comment on traduit ça? C'est une question que beaucoup de gens se posent encore. J'ai eu des cours d'adaptation cinématographique où on voyait plein de manières d'adapter la même histoire. Puis, ce qui ressort vraiment, c'est, c'est quoi qu'on essaie de faire? Il y a des adaptations qui sont très fidèles, tu sais, puis des fois, on mesure un peu le succès d'une adaptation ou la réussite d'une adaptation sur est-ce qu'elle est fidèle au livre? Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Est-ce que c'est parce qu'il se passe exactement les mêmes choses? Est-ce que c'est parce qu'on est capable de transposer la poésie avec le langage cinématographique, le montage, la lumière, le cadrage, tu sais, plein de choses ou la musique, tu sais, il y a plein de choses comme ça qui peuvent faire en sorte que c'est une adaptation réussie ou pas, ou tu sais, des fois une adaptation c'était un roman qui était vraiment pas un récit, fait qu'on va faire quelque chose de plus expérimental, ou on avait étudié ce que j'avais trouvé full intéressant, j'avais fait un texte sur l'adaptation de Quispan, qui est à certains points de vue une adaptation où on sent qu'il y a eu des compromis qui ont dû être faits, puis d'autres non. Il y a des bouts dans le film qui sont très, très poétiques, qui mettent en relation comme une espèce de voice-over de poésie. Puis après ça, t'en as d'autres où on met vraiment dans un récit plus carrément occidental. On insère des personnages qui n'étaient pas dans le livre pour... Moi, j'avais l'impression quasiment comme obtenir des... comme prouver aux gens que comme même les Blancs vont aimer ce film-là. T'sais. Parce que Quispan, pour les gens qui ne savent pas, c'est un roman écrit par Naomi Fontaine. Oui, c'est un recueil de poésie plus de Naomi Fontaine. Puis c'est ça, c'est comme... le défi avec ça, c'est comme... c'était des très courts textes qui parlaient de plein de personnages différents, puis de plein de... C'est des petites fenêtres ouvertes sur comme plein de réalités ou plein de... On met le focus sur des différents petits détails qui constituent la communauté ou... Fait que, mettons, c'est peut-être un exemple d'adaptation que t'es comme, peut-être moi, je l'aurais pas faite de cette façon-là. Il y a des choses que je trouvais géniales, puis d'autres où je sentais qu'il y avait eu des compromis qui avaient dû être faits. Puis, là, je veux pas rentrer dans une critique de Quispan, qui est un excellent film, puis tout ça. Mais, tu sais, mettons, pour mon livre, ce qu'on remarquait, les défis, c'est que, tu sais, il y a des flashbacks comme dans le livre. Comment est-ce qu'on les intègre, à quel moment, quelle texture on leur donne aussi. C'est est-ce que la réalisation va changer? Oui, puis quels détails on a besoin de dire ou quels détails on peut maintenant montrer grâce aux outils du cinéma, tu sais. Puis moi, je suis très fan de ça. Moi, je me disais comme, tu sais, le livre, c'est le livre, puis je l'ai écrit tel quel parce que je trouvais que je pouvais explorer certaines choses par écrit, mais j'avais constamment, puis mon écriture, c'est ça aussi, il y a comme beaucoup une frustration de... c'est le cinéma qui m'a aussi appris à écrire, puis d'une manière très autodidacte, puis il y a des choses que j'envie au cinéma, que comme, tu sais, une coupe, ça peut comme traduire tellement de choses, ça peut dire tellement de choses, la superposition comme des images, l'enfilement, comme l'ordre dans lequel on les présente aussi, ça peut dire 1000 fois plus de choses que ce que moi j'essaierais de dire, puis l'espèce de combat constant, c'est le kitsch aussi, tu sais, dans l'écriture de... si je dis trop ce qui se passe ou les émotions, là, je tombe un peu dans quelque chose d'un peu... je sais pas, je pense que j'ai toujours un peu peur d'écrire... Genre braillard, un peu? Ouais. Je suis triste. C'est ça, trop appuyé. Comment est-ce qu'on peut montrer les choses? Puis je pense que alors qu'un comédienne peut le faire, là, pour oui, toi. Ou tu sais, comme, ne serait-ce que la superposition, comme d'une toune sur des images, puis tout ça, c'est... Tu peux avoir l'émotion sans avoir à même la verbaliser. Exact, tu multiplies les possibles. Fait que comme là, ce qui est vraiment intéressant avec ce qu'on travaille, c'est justement comme, là, les flashbacks sont insérés comme à travers un peu toute l'histoire. Puis, ils ont tous des textures différentes, des rythmes différents aussi. Ils interviennent à des moments où, justement, comme, il se passe quelque chose, puis là, on peut, tu sais, passer comme du moment comme présent à ces flashs-là, comme de mémoire, tu sais, puis en tout cas, c'est vraiment trippant comme de pouvoir travailler ces différentes textures-là. Puis moi, je suis pas une personne non plus qui... Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent avec des auteurs, autrices dans des adaptations. Ils redoutent le fait que, comme, les auteurs comme auraient une main mise sur le texte ou comme seraient trop attachés ou voudraient pas changer trop de choses. Puis moi, je suis pas vraiment comme ça, tu sais, c'est personnel, cette histoire-là, mais en même temps, je suis comme, je veux qu'on fasse un crise de bon film. Fait que faisons ce qui est nécessaire. Puis après ça aussi, mon rôle, c'est comme,
que ce soit le plus nuancé possible. Parce qu'il y a, tu sais, c'est fou, là, comme ces décisions-là, comme aussitôt qu'on commence à y penser, tu sais, des trucs de... est-ce qu'on... Parce que une décision peut faire basculer quelque chose en très nuancé, très beau, très comme suggéré, puis très trash, puis comme une espèce de pornographie de la violence, surtout infantile là, dans mon livre. Fait que moi-même à l'écriture, c'était des choses que j'étais très conscient que je me disais je vais pas décrire la violence envers les enfants. Fait que là, mettons, quand les premières rencontres qu'on avait, c'était même Emmanuel était quand même... Moi, je serais un peu mal à l'aise que tu aies à filmer ça avec un enfant, tu sais. Fait que là, justement, suivons ce feeling-là. Comment est-ce qu'on peut parler de la violence, la montrer, mais d'une manière qui est plus sous-entendue, où on n'a pas besoin de filmer des enfants acteurs qui se font violenter, tu sais. Moi, je suis curieuse de savoir, c'est comment l'environnement, le milieu littéraire au Québec? C'est-tu snob? C'est-tu, tu sais, comme quand t'arrives pas avec, je sais pas, décoré de 14 diplômes en littérature à l'université, c'est-tu difficile à percer? Est-ce que je suis... Parce en toute honnêteté, là, je suis tellement de personnes qui restent dans mon petit coin, comme je vais, tu sais, je suis sobre aussi, là, fait que je vais pas dans les parties, les afters, comme de Salon du Livre, puis tout ça. On m'a invitée, puis j'étais tout le temps comme, je vais rentrer chez moi, merci. Fait que c'est sûr que j'ai un regard comme très, très relax là, par rapport à ça, puis je fais mes petites affaires. J'ai fait plein de rencontres vraiment significatives, puis j'aime me mêler comme à ce milieu-là, puis j'y rentre avec toute l'admiration, puis tu sais, une belle naïveté, j'ai l'impression, là, puis... une confiance aussi dans ce que j'apporte de différent dans ce milieu-là, mais c'est sûr que je suis pas la personne comme la plus informée des potins même. Non, mais même juste, est-ce que toi, en arrivant, tu sais, en déposant ton manuscrit sûrement à plusieurs maisons d'édition avant qu'il y en ait une qui te donne ta chance, est-ce que tu as senti un certain élitisme, un certain regard d'en haut? Je sais pas, moi, de l'extérieur, j'ai l'impression que c'est un peu ça, même si de plus en plus, on a toutes sortes de maisons d'édition pour toutes sortes de publics puis toutes sortes d'auteuristes. Mais je me demandais, toi qui arrives avec ton style un peu plus raw, tu sais, sans, c'est ça, grand bac en littérature, est-ce que tu avais ressenti qu'on essayait de te mettre de côté ou t'as fait ta place juste autrement? Ben, je pense que cette impression-là est pas fausse, parce que j'ai des discussions aussi avec comme des amis, auteurs, autrices, puis des fois, on sent comme, il y en a des effets de gang, comme dans tous les milieux créatifs. Ouais. Ah il y a des cool, il y a des pas cool, puis tu sais, dans un environnement aussi que, je sais pas, comme pétri comme de identity politics, puis tout ça, comme, il y a aussi comme des choses que, I guess que des fois, on décide de ta valeur avec certaines variables qui relèvent de ton talent ou pas, là, tu sais. Il y a aussi comme des cases, je les observe quand même... où on sépare comme la bonne littérature de la mauvaise littérature. Des fois, la littérature populaire est bonne de celle qui est populaire pas bonne, celle qui est pas populaire mais bonne de celle qui est pas populaire et pas bonne. Il y a comme tout ça aussi que, moi, honnêtement, les effets de gang, là, c'est la chose qui me dégueule le plus. J'ai jamais bien fonctionné dans ces affaires-là. Moi, c'est comme one-on-one, on a un bon rapport, mais là, aussitôt que ça commence à être comme des clics, je fonctionne pas bien là-dedans, je fuis ça comme la peste, puis je le sens, tu sais. Des fois, je rentre en contact avec certaines personnes, puis des fois, on a un bon rapport, puis après ça, tu sais, je me dis comme... En tout cas, j'ai comme pas d'exemple spécifique en tête, là, mais je le sens pareil quand je frôle comme ces lieux-là. Après ça, c'est moi... quand même drôle, une gang d'auteurs. Ça, c'est comme... On dirait que c'est un Mais il y en a... Ouais, non, j'y crois, là. Il y en a 100%. Mais c'est sûr que moi, au début, même avec ma maison d'édition, j'avais l'impression que j'avais des preuves à faire, justement, parce que mon CV, il disait pas tout seul que j'allais écrire un livre. J'ai pas fait une maîtrise en littérature. Il y en a beaucoup, tu sais, qui ont un parcours littéraire littéralement parfait. Ils ont fait une maîtrise en littérature, ils ont publié leur maîtrise, ils sont comme estimés, ils sont des chercheurs-chercheuses aussi, tu sais, ce que je ne suis pas. Ouais. Puis autant, comme le bac m'a appris que j'étais vraiment capable d'écrire comme... De faire de la recherche, de faire de la théorie aussi, puis que j'aimais plus ça que je pensais, puis j'étais plus capable que je pensais. T'sais, juste ça m'a donné les outils pour me dire « Ah, je pourrais écrire un essai », ce que j'aurais jamais cru avant. Mais il y a quand même... J'avais l'impression quand même que, même auprès de ma maison d'édition, j'avais quelque chose à prouver, que peut-être que mon intelligence était sous-estimée à certains moments,
puis que je pense que quand on me parle, ça prend pas de temps que les gens ils voient qui je suis, ce dont je suis capable. Je suis confiant aussi comme dans mon parcours atypique, puis ce que j'apporte, puis j'ai mis tellement d'efforts dans ma vie à comme travailler le fait d'articuler mes idées, puis je pense que on fait un détour là, mais comme ça, à force d'être dans des relations où j'avais l'impression que comme j'étais accrochée à l'idée que c'est par la parole que je vais être capable de obtenir justice, tu sais, contre la violence ou contre des abus, tu sais, puis c'est un talent qui s'est comme peaufiné dans des moments comme de pression. Mais oui, tu sais, je l'ai senti que des fois, mon intelligence était sous-estimée. Des fois, je sens que je fais partie de la catégorie des cool, I guess, parce que comme mon texte, je pense que quand les gens ils lisent, ils sont convaincus que j'apporte quelque chose de différent. Après ça, il y a eu beaucoup de succès. Fait que j'ai aussi des fois l'impression qu'il y a des gens qui me regardent comme si ce succès-là n'était pas mérité. Parce que c'est quand même un coup de chance, là, tu sais, qui va donner cette attention-là médiatique à ton texte. C'est pas tout le monde qui l'a. Des fois, c'est une affaire de contact. Puis c'est sûr que, tu sais, j'ai un bon following sur les réseaux sociaux, comme de gens qui me suivent depuis vraiment longtemps à cause de mon écriture aussi sur les blogs, tu sais. Puis ça a été cher pour moi, ça a permis une belle promo puis une bonne résonance comme de mon livre, mais c'est ça, c'est comme... Ton parcours est pas moins valide parce qu'il a été, c'est ça, comme tu dis, pas un parcours littéraire parfait finalement, tu sais. Ouais. Mais c'est cool que toi tu sois confiant là-dedans parce que c'est tout ce qui importe en fait, c'est que après ça, ce qui importerait c'est aussi que des gens te donnent des contrats, mais tant mieux si il y a des gens qui considèrent ton parcours comme tout à fait légitime. Moi, je suis curieuse parce que t'es critique aussi, littéraire, ben critique whatever en fait, peut t'arriver. Puis est-ce que tu sens des fois que est-ce que ça te donne une autre étiquette d'en face dans ce milieu-là? T'sais, est-ce que comme les gens ont-tu peur de toi parce que t'es une critique? Il me semble que moi, je te verrais arriver comme t'es dans mon collègue, mais t'es aussi quelqu'un qui va potentiellement détruire mon œuvre. Ouais, c'est pas ça. que tu détruis des œuvres. Ben, je pense pas que qui que ce soit a peur de moi. Là. Moi, quand ça fait 3 saisons, je fais des critiques à Tout peut arriver, à l'émission de Marie-Louise Arsenault. Puis au début, quand ils me l'ont demandé, c'était quelques mois après la sortie de mon livre. Puis ça, c'est un autre coup de chance. Là. C'est comme, j'avais été à une des dernières émissions de Plus on est de fou, plus on lit. Marie-Louise, je pense qu'elle a aimé à quel point je disais de la merde gratuitement. Là, comme, parce que j'allais dire ça aussi, je parlais d'élitisme tantôt. On dirait que pour moi, ici, Radio-Canada, c'est comme aussi un peu une forme d'élitisme d'accéder à ce micro-là. Est-ce que t'es comme... Moi, qu'est-ce que je fais là? Moi, je vais être moi-même, la gang. Là. Je vais pas parler en français international tout d'un coup. Mais oui, oh my God, j'ai plein de layers à ça. Là. Mais c'est ça, tu sais, comme déjà, c'était un peu un coup de chance que Marie-Louise allait flasher sur moi parce que, honnêtement, un des premiers mots que j'ai dit au micro de Radio-Canada, c'était ma première entrevue radio ever. J'ai dit comme le mot anal dans les 3 premières secondes. J'ai dit que j'étais anal. Puis j'étais comme, OK, non seulement c'est en anglais, mais je suis en train de dire que j'étais anal. Il y a comme, OK. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça, je suis comme un loose cannon. Là. Fait que je pense qu'elle a aimé ça, que j'avais pas la langue dans ma poche. Ouais. Puis elle était comme, ouh, c'est la première fois que j'entends ce mot-là à la radio. Je sais pas. Fait que là, quand ils m'ont demandé ça, honnêtement, j'étais emballée. J'étais comme, je pense que j'ai comme le gumption qu'il faut pour faire de la radio, comme je maîtrise bien la parole. Super bon, hein. Mais c'est sûr, j'avais comme un sentiment comme, tu sais, ça m'a pris honnêtement 2 saisons complètes avant de sentir que j'avais vraiment ma place. Tu sais, comme je palliais un peu ce sentiment d'imposteur-là en travaillant plus fort, en faisant beaucoup de recherches. Si c'était un auteur ou une autrice que j'avais jamais lu auparavant, ben, j'allais lire beaucoup de choses autour de ça, ou j'allais écouter, tous les albums précédents d'un artiste que j'avais pas écouté pour m'assurer d'essayer de donner la critique la plus juste possible. Pour 200$ à Radio. C'est ça, oui, le prix est ridicule. Là. Fait que c'est ça, comme il y avait un sentiment d'imposteur, puis j'ai toujours senti comme, mais je dois prouver que j'ai ma place là, parce que justement, mon parcours dit pas que j'étais supposée me ramasser à la radio. Mais quand on me donne une opportunité, moi, je veux montrer à la hauteur. Fait qu'il y a eu beaucoup de ça. Après ça, je pense que comme j'aime ce travail-là parce que ça m'a donné confiance aussi en comme mes habiletés mon regard sur des œuvres artistiques aussi diverses soient-elles. J'étais comme, je pense que j'ai de quoi d'intéressant à dire. Puis honnêtement, le feedback que j'ai, il est vraiment beau. Là, comme les gens me disent, j'écoute l'émission
pour toi, tu dis toujours qu'est-ce que j'aurais voulu dire ou t'apportes toujours comme quelque chose d'intéressant à la conversation. Puis je le dis juste parce que c'est revenu souvent puis que c'est ça que je voulais, tu sais. Puis ultimement, ça t'aide toi aussi dans tes propres œuvres, j'en suis sûre, d'avoir un espèce de recul, puis de « OK, la personne, elle l'a fait de même, moi, est-ce que j'aurais fait ça comme ça? » Tu sais, je suis sûre que c'est quasiment formateur pour tes propres œuvres après, tu sais. Ça peut l'être. En même temps, tu sais, des fois, la critique, c'est... Il y a quelqu'un qui m'a dit ça, avec qui j'avais fait une critique, je pense que c'est François... Lemay, peut-être, je sais plus. Il m'avait dit, tu sais, comme, la job de critique, c'est trouver 1 million de manières de dire que c'était correct, tu sais. Puis des fois, c'est ça, des fois, on dit que c'est bon, mais c'est parce qu'on n'a pas non plus beaucoup de viande autour de là. Ça fait que, tu sais, c'est tout comme... Parce que ça, des fois, tu fais des critiques de choses qui t'ont fait ni chaud ni froid, là, puis t'as pas le choix de livrer un... Oui, puis là, j'essaie d'adopter aussi une position de, qu'est-ce que ça va plaire aux gens, que c'est plus leur genre, tu sais. Fait que c'est pas non plus... J'adore cette position-là de comme, si toi, c'est ça ton genre. Mais c'est ça, tu sais. Puis après ça, des fois, on a l'air de faire des critiques dithyrambiques pour des trucs qui étaient un peu OK, mais c'est parce que si on n'a rien non plus de purement négatif à dire, ben ça donne pas des conversations plus intéressantes, même si c'est plus intéressant quand c'est négatif, parce que je trouve que ça fait des belles conversations sur la création. C'est ça, parce que pourquoi c'est négatif? C'est parce que c'est super relatif. Est-ce que c'est quand tu fais une critique négative, c'est parce que vraiment t'as haï quelque chose ou c'est parce que, je sais pas moi, tu sais que l'auteur, il était un peu transphobe? Tu sais, je dis n'importe quoi. Tu sais, est-ce que ça t'arrive de faire des critiques de ce genre-là? Ben, pas basé sur comme des opinions. Tu sais, comme pas ce qui est pas dans l'œuvre, mais c'est sûr, je pense mais que moi, j'ai envie de te partir sur... parce que moi, j'ai écouté un peu, parce que hier aussi, by the way, tu devais avoir des likes vraiment random de moi, genre à 1h du matin, dans les vieux posts. Est-ce que tu me trouves? Je pense que oui. Juste en train de... On fait du stock, on stocke nos invités, mais genre, à chaque fois, je suis comme, pas là, j'ai liké de quoi 1h du matin? Tu likes plein d'affaires. Oui, c'est ça. Puis, en fait, moi, j'ai écouté une de tes critiques sur le livre de Marc Fortier, de Devenir fasciste. Et moi, j'ai pas lu le livre. Et j'étais comme, je sais pas qu'est-ce que j'en parle. Et moi, j'ai adoré le fait que tu y dises d'enfant. En tout cas, tu veux-tu revenir là-dessus? Parce que moi... Oui, parce que c'est une de mes critiques préférées, honnêtement. Ouais, c'est ça. Vas-y. Celle sur laquelle on m'a celle qu'on m'a le plus reparlé, là, qui est une de celles-là. Puis je trouve que, justement, c'était comme ma première vraie critique super négative. Que là, honnêtement, j'ai même appelé la réalisatrice, j'étais comme, j'ai-tu le droit d'être méchant de même ou, tu sais, de dire ces choses-là? Puis même, j'avais peur que, comme, j'ai demandé, tu sais, c'est un gars de la gauche qui, à la moindre critique, qui était comme une des choses que j'ai reproché dans le livre, comme, va se retourner contre moi. Parce que j'ai l'impression qu'il traitait aussi une certaine gauche radicale comme ça dans son livre, tu sais, qui, au final, tu sais, dans le fond, le livre s'appelle « Devenir fasciste », puis là, c'était supposé comme être un exercice de « OK, mais qu'est-ce qui arrivait si lui essayait de se convertir au fascisme, à quel point c'est facile ou whatever ». Puis il fait aussi un historique assez intéressant du fascisme là-dedans. Mais par la bande, il fait aussi une critique de la gauche radicale, qui n'est pas une grosse partie du livre, mais qui m'a quand même... Puis attends, par gauche radicale, qu'est-ce qu'il entend? Parce que les gauches radicales, des fois, je veux dire... moi, je me dis radical, ça me dérange pas, mais... Ce qu'on pourrait définir comme les woke, là, comme toutes les personnes autour de la table ici, les estis non-binaires gossants, tu sais, toutes ces personnes-là, que dans le fond, il dit, eux autres aussi, ils font de la censure, ils censurent des livres, ils disent quel mot ne pas dire à l'université, ils font tomber des statuts, comme les fascistes, tu sais. Ah oui, pareil, d'accord. C'est ça. Puis là, il disait des affaires vraiment violentes, comme c'est sûr que des fois, j'ai le goût de les gifler, des affaires de même. Puis, tu sais, je comprends que c'était peut-être pas ça son intention. Puis même dans l'exercice critique, il essayait de backtrack un peu de comme, OK, mais le livre parle pas nécessairement de ça. Mais moi, ce qui m'a rubbed the wrong way, c'est que justement, on a tellement vu des hommes de gauche intellectuels glisser vers le fascisme à la moindre critique, glisser vers la droite totalitaire, à la moindre dénonciation aussi, là, que là, moi, je me disais, ben non, mais c'est facile pour un homme comme lui, justement, qui dit... Dans le fond, lui, il se présentait comme la victime par excellence du fascisme, comme le target du fascisme, que les intellectuels, comme lui, allaient être le principal target du fascisme, ce qui est pas faux dans l'histoire, mais en même temps, il s'attaque pas mal plus... Attends, comme s'il allait être ciblé, genre, par le fascisme. Oui, fait que là, il est comme, au lieu de devenir un target, il utilise l'ironie comme jaillit
beaucoup que les hommes de gauche utilisent l'ironie, c'est-à-dire ils sont comme c'est une mise en danger, mais ils vont jamais compléter la mise en danger complètement parce qu'ils sont jamais capables de mettre leur ego vraiment en danger. Fait que tout le livre, dans le fond, c'est un exercice comme pour dire... si il allait cibler les universitaires, le fasciste, c'est pas les personnes trans, les personnes marginalisées, oui, les femmes. ce que j'ai dit dans le fond dans ma Ouais. critique, tu sais, que je disais, ben c'est pas vous qui target nécessairement. Puis là, dans le fond, son exercice, c'est de dire, ben je suis mieux de me convertir au fascisme pour survivre. Puis à la fin du livre, il dit, non, je pourrais jamais me convertir au fascisme parce que pour moi, le pouvoir des mots est trop important. Puis là, j'étais comme, OK, fait que la transphobie, le sexisme, le racisme, c'est pas assez. C'était pas ton deal breaker. C'est le pouvoir des mots. Puis là, j'étais comme, je suis supposée pleurer. Ça vient vraiment... Je suis de glace. Y étais-tu devant toi quand tu... Oui. Puis vous irez l'écouter, là, honnêtement. Moi, je l'ai écouté, c'était beau. Oui, je pense que c'était super intéressant. Puis que ça a justement permis... C'est ça que j'aime aussi des critiques négatives. C'est comme, avec tout le respect que je lui dois, je le connais pas autrement là, que par ce livre-là. J'ai du respect pour n'importe qui finit un livre. C'est pas évident, là. Mais après ça, c'est comme, ayons une discussion complexe sur justement à quel point la gauche intellectuelle laisse tomber des personnes qui sont dans la précarité ou qui sont marginalisées, tu sais. Puis moi, c'est ça que j'ai apprécié aussi d'avoir ce micro-là. J'ai quand même une belle liberté. En tout cas, je me laisse pas... je suis pas capable de me contrôler quand je parle. Fait que, tu sais, c'est parfait. Mais moi, j'ai tellement aimé ça parce que c'est rare que j'entends, mon Dieu, t'as pas eu peur de la confrontation. J'ai trouvé vraiment que t'avais des bonnes tripes pour faire ça parce que... Comment il a réagi, finalement? Il était en train d'un peu rétro-pédaler. Oui, oui, c'est ça. Je pense qu'il trouvait ma critique assez dure, mais moi, j'étais comme, ça m'a vraiment fâchée, honnêtement, de lire ça. Puis j'essayais justement j'ai beaucoup pensé comme, comment je peux présenter cette critique-là sans que c'est pas une attaque personnelle. Non, t'sais. c'est ça. C'est genre, voici l'exercice qu'on m'a demandé de faire. Là, mais je lui ai dit aussi, j'espère que ça va être vu comme une main tendue parce que je veux pas encore jouer le rôle de la personne qui censure ou de la personne qui critique au point où on empêche les gens de dire ce qu'ils veulent, ce qui est jamais le cas. Là, ils ne peuvent plus rien dire, mais c'est pas ça. Puis c'est ça que je trouve le fun des discussions auquel j'ai eu la chance de participer dans l'exercice critique, c'est que moi aussi, comme en tant que personne qui crée, en fait, pour répondre à ta question plus tôt, ça m'apprend pas comme à créer parfaitement, en fait, mais ça m'apprend juste à quel point, comme, quand on crée, on sait pertinemment les choses qu'on a essayées, puis les choses qu'on n'a pas réussi à faire exactement ce qu'on voulait faire, puis ça, c'est tout aussi important. Je finis un livre, j'ai quand même des sentiments compliqués par rapport à ce que j'ai voulu essayer, puis que ça n'a peut-être pas donné ce que je voulais, mais c'est la meilleure tentative pour ça, puis il y aura d'autres livres pour essayer d'autres choses. Puis je trouve que la création, tu sais, au lieu comme d'être dans un mindset de comme des étoiles ou comme une note, ce que ça permet l'exercice critique, c'est vraiment de dire, tu sais, ça donne l'occasion aux artistes aussi de répondre à leurs critiques, ce qu'ils n'ont pas souvent l'occasion de faire, puis d'être comme, je suis d'accord, on voulait peut-être pas que ça finisse comme ça, mais tu sais, on a fait, mettons, j'avais fait la critique de Lucie Grizzly Sophie avec Anémon, puis je disais comme, je suis pas sûre que le thriller pour moi fonctionnait, pourquoi avoir placé ça au début, puis tout ça, puis elle a fait, on a fait des screenings, tests, puis ça montrait que d'autres tentatives qu'on a faites fonctionnaient, comme, les gens répondaient pas aussi bien. Fait que, tu sais, c'est ça aussi, c'est comme, on a essayé autre chose, puis ça, c'est le mieux qu'on a pu faire. C'est ça. Puis c'est bon parce que toi, quand tu as apporté cette critique-là, tu connaissais pas toute l'histoire derrière, fait que ça t'amène une clarté, puis ça fait une discussion, comme tu as dit. Ce qui est super intéressant, c'est comme on peut-tu... Ben, je pense des fois, il y a des gens qui... Puis j'inclus, mettons, les humoristes là-dedans. Des fois, on produit une œuvre, puis on est comme en mode « est parfaite ». Voici, j'ai mis mes tripes à la table, puis elle est impénétrable, puis vous pouvez pas me critiquer parce que c'est super vulnérabilisant, là, tu sais. Mais en même temps, you put it out there. Tu sais pas, tu sais, comment les gens vont l'interpréter, comment les gens vont la voir. Fait que c'est le minimum d'avoir l'ouverture d'au moins discuter de ton processus puis d'écouter la critique. Ouais. Alex, je voulais t'amener ailleurs. Tu es une personne non-binaire, tu utilises le pronom « yel ». Je me demande, moi, mettons, depuis que tu as sorti ton livre, est-ce qu'on te parle plus de ton histoire ou est-ce que les boomers te parlent plus de yel? T'sais, on dirait que j'ai l'impression que... Puis je trouve qu'on laisse pas de place assez dans les podcasts, à part les podcasts vraiment queer, pour parler un peu de ton processus de déconstruction du genre, puis tout ça. Puis on dirait que
je trouve que ça mérite qu'on écoute ce genre d'histoire-là plus, parce que peut-être qu'il y a des gens qui vont relate, Oui, puis qui vont vouloir... Ouais, vas-y. Ben qu'en plus, on est mardi le 15 juillet. Hier le 14 juillet, Oui. c'était... La fête de la France, La fête de la France. Mais la journée de la visibilité non-binaire. Puis j'ai vu que tu en avais parlé aussi sur Instagram. Oui, Fait que- j'ai overshared, puis après ça, j'ai fait un peu d'insomnie pour me... Parce que j'étais comme, j'ai-tu trop... Tu sais, Ah, s'il y t'as a mis rien- des vieilles photos d'Imo. Moi, j'ai adoré ça. Mais Ça il y a m'a comme rien de replongé. mystérieux à overshare, mais là, je suis dans un mood un peu bizarre depuis la semaine dernière, puis là, soit je m'isole ou je overshare, puis je dump, là, fait que c'était un de ces cas-là, mais ça a été bien accueilli, puis je sais que ça fait du bien aux gens, puis en tout cas, que le message, au fond, est important de ce que j'ai dit. Fait que, mais oui, effectivement, comme, tu sais, même, j'ai été au podcast Peu Fier, puis on a fini par pas parler de non-binarité, ce qui est vraiment prendre correct, là, les balles au bon. mais à la fin, il était comme « Ah, on aurait pu en parler. » Puis c'est vrai que j'ai jamais même l'occasion d'en parler. En fait, les boomers, ils m'en parlent pas, ils veulent rien savoir. Ah oui, c'est ça. Ils font comme si ça existait pas. Ouais, parfait. Puis ils m'appellent elle. Puis c'est correct, là, tu sais, c'est pas tout le monde non plus qui est obligé de le savoir. Mais oui, ben, dans le fond, ta question, c'est comment j'ai commencé à déconstruire le genre un peu. Ben, c'est ça, tu sais, c'est sûr que c'est... Il y a pas vraiment comme de moment où ça a commencé. Ça a toujours été présent, en fait. Puis je pense que c'est un clusterfuck de plein d'affaires, tu sais, ben, on a grandi avec des représentations masculines auxquelles on devait aspirer, tu sais, puis je pense que dans ma famille aussi, avec mon père, comme être comme une fille qui avait du guts, puis qui avait des couilles, puis tout ça, très non-binaire. Ouais, c'est ça, finalement. Ou intersexe, je sais pas. Mais c'est ça, c'était valorisé, Ouais. puis tu sais, même mon prénom est comme Épicène, puis mon père, il trouvait ça badass, c'est une fille qui avait un nom comme de gars, puis tout ça, puis j'ai beaucoup bâti comme mon identité là-dessus, fait que c'est sûr que c'est pas comme étranger, comme à la culture, comme de la valorisation de la masculinité dans laquelle j'ai grandi, puis en même temps aussi la culture qui dictait que doivent faire les femmes, elles doivent séduire, elles doivent plaire au regard, puis tout ça. Fait que je suis comme tiraillée entre les deux depuis longtemps, mais j'ai comme toujours eu comme un penchant pour des personnages comme plus, justement, comme androgynes, fluides, exactement, puis, tu sais, je pense que pendant longtemps aussi, la bisexualité, pour moi, ça contenait ça, tu sais, comme cette espèce d'idée-là de justement, comme il y a comme plusieurs facettes à mon expression, comme du genre ou à ma manière de jouer avec comme la séduction, puis tout ça. Fait que ça a comme toujours été présent, puis tu sais, j'ai pas eu beaucoup de sous dans ma vie, j'en ai encore pas beaucoup. Fait que comme, tu sais, pouvoir jouer avec les vêtements, avec les cheveux, c'était bien maison. Fait que j'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais. Je me coupais les cheveux moi-même avec des ciseaux de cuisine. Tu sais, j'ai passé comme des cheveux longs à très courts, comme plein de fois dans ma vie. Puis je pense qu'il y a comme le véritable éveil comme de la non-binarité. Comme j'ai connu des gens qui utilisaient comme le pronom « yel », comme il y a quand même longtemps. OK. Puis même moi aussi, je faisais partie des gens que j'étais comme, je suis pas sûre, je peux m'habituer à ça, tu sais. Puis c'est pour ça aussi que j'ai une patience avec ça, là, comme je comprends l'apprentissage autour de ça, puis je veux pas non plus que ce soit réservé à des cercles universitaires, justement. Ouais. Puis, mais c'est ça, comme pour moi, c'est plus venu, comme pendant la pandémie, je pense qu'on a été plein à comme être confinés, puis être comme, je ne suis qu'une âme. Je ne suis qu'une âme qui erre, puis comme une espèce de disconnect entre notre corps, puis tout ça. J'ai toujours rêvé comme de pouvoir binder mes seins, puis ça m'a pris du temps avant de connaître c'était quoi un binder, tu sais, j'avais pas cette éducation-là. Tu savais que t'en avais envie, mais tu savais pas que ça se pouvait. Oui. Ou... Ouais. Puis je l'ai faite, tu sais, justement, comme avec des espèces de bandes, comme, tu sais, quand tu te fais une entorse, là, comme des bandes élastiques, ouais, c'est ça. Ou, tu sais, je portais certains vêtements comme plus lousses, j'aimais ça jouer avec comme ces looks-là, mais c'est ça, c'est venu plus comme pendant la pandémie, puis, tu sais, je pense qu'à un moment donné, ben, je suis allée à la marche trans parce que ça m'a toujours tenu à cœur. Tu sais, même les premiers textes que j'écrivais pour un blog de mode féministe, il y avait beaucoup comme de discussions autour de ça, tu sais, des trucs qui m'inspiraient ou comme des discussions de la transidentité. Même si je connaissais pas beaucoup de choses là-dessus, j'avais pas beaucoup d'éducation à ce sujet-là, ça m'a toujours parlé, tu sais, puis j'ai toujours eu beaucoup d'amour, de bienveillance et d'admiration pour les personnes trans, puis je savais pas, moi, avec mon espèce de flou, où est-ce que je pouvais me situer. Parce que j'ai legit pleuré quand j'étais ado en pensant au fait que comme ben je voulais être un garçon, mais c'était pas possible, tu sais. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Tu sais, ça fait de moi justement une personne trans ou pas? Mais c'est fucking murky, là, tu sais. Puis
Fait que c'est ça, j'étais allée à la marche trans, puis là, à un moment donné, ma meilleure amie, comme, a senti que j'avais une petite émotion, tu sais, puis que ça faisait un bout déjà que je parlais du fait que, comme, ouais, je pense que des fois, genre, d'être confinée au féminin, c'est vraiment... Ça m'étouffe, tu sais, puis je relate plus vraiment à ça. Je me suis toujours sentie comme une espèce de femme ratée quand je portais des robes, comme un garçon comme pas réussi ou pas convaincant quand j'essayais de me masculiniser, tu sais. Fait que l'un ou l'autre était jamais satisfaisant. Puis là, tu sais, j'avais des discussions justement autour du langage. Puis ma meilleure amie a dit, ben on peut essayer d'autres choses, puis tu vois comment tu te sens, tu sais. Je sais que c'est un moment très hard-stopper, là. Comme, très série pour ados, wholesome, qu'ils savent tous comment dire la bonne affaire. Ben, shout-out à cette amie. Oui, mais c'est ça, c'est Rose. Là, on est amis depuis qu'on est des bébés, là. Fait que, mais j'ai trouvé ça m'a vraiment émue quand qu'elle m'a dit ça. Puis, tu sais, il y a eu d'autres fois aussi dans mon parcours où, comme, j'en parlais comme à des personnes trans, puis comme qui m'avaient dit, ben... Moi, je disais, ah, mais non, mais ce que je ressens, c'est pas aussi intense qu'une personne trans, tu sais. Puis on m'avait dit comme, ben, c'est important pareil, tu sais, comme tu le ressens pareil. Ouais. Fait qu'il y a comme eu cette permission-là, comme de plein de monde au fil du temps qui était comme, ben, vas-y, tu sais, investigue ça. Puis j'ai commencé à utiliser le YEL en me disant comme, let's-y, là, tu sais, peut-être qu'en l'utilisant plus, peut-être que comme moi aussi, en m'envisageant dans ce pronom-là, peut-être qu'il y a autre chose qui va comme émerger. Puis c'est pas un pronom que je suis complètement fan non plus, c'est comme une solution, tu sais, un peu rabotée de... Puis on la rend comme plus comestible, plus digestible pour les gens parce que c'est littéralement, tu sais, c'est il La et contraction elle. des deux. Ouais. Alors qu'on voudrait que ça soit aucun des deux, tu sais, peut-être faudrait inventer Mais un moi, nouveau mot. moi, je trouve ça cool quand Québécois, on a, tu sais, a, tu sais, genre a fait ça, ou y a fait ça. Tu sais, comme, je trouve qu'il y a comme quelque chose dans où ils ont fait ça, tu sais, parce qu'on a quasiment le dem quand on fait ils ont fait, tu sais, Ouais. ils sont allés au... Tu sais, comme, c'est comme le i. En tout cas, je trouve qu'il y a comme, dans le québécois, il y a quelque chose qu'on pourrait aller Moi, si on chercher. dit des sont fois. allés, on n'a pas dit le pronom. Ouais, c'est ça, Devine. sont allés. Ou, tu sais, mais ah, c'est elle, parce Ouais. qu'on sait en québécois, mais en même temps, c'est pas un pronom. Ouais. Tu sais, a fait ça. C'est personne. Ouais. En tout cas, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant aussi de repenser aussi. Parce que le pronom, au final, Yel, c'est parce que ça a été de l'usage commun, mais c'est pas nécessairement... Ça me ferait comme on peut pas inventer des mots. Ben, ce mot-là, c'est quand même un langage commun. Fait que, au final, Puis on rend ça tellement facile, on C'est prend ça. des choses que vous connaissez C'est déjà. ça, tu sais, là, on vous ça tient par la aussi, main, là. c'est C'est pas ça. Guzzi ou il y en Ouais, a qui ont fait autre chose, là. En tout cas, comme j'ai plein de sentiments compliqués par rapport à ça, mais je l'expérimente pareil, puis je me dis, c'est pas obligé d'être parfait ou d'être un parfait fit. Je trouve qu'il y a quelque chose quand même de satisfaisant à juste comme signaler ou comme jouer avec ça, foutre la merde un peu. Mais tu sais, il y a aussi comme plein d'autres manières de l'exprimer comme cette diversité-là. Puis aussi, c'est des fois comme par l'écriture, là, mon prochain livre qui sort en septembre. Mon personnage principal est pas genré de tout le roman pendant comme 200 pages. Là. On sait pas du tout. T'as juste Ça utilisé affecte genre pas des l'histoire. adjectifs épicènes. Puis... Oui, puis nice. j'ai comme trouvé des solutions d'écriture qui faisaient en sorte qu'on le remarque honnêtement pas. Ah, Puis c'est là, cool. je vous le dis, là, fait que vous allez le remarquer, Ouais. mais comme je trouvais que c'était un exercice le fun, puis là, je savais pas au début si j'allais être capable de le pousser au bout. Finalement, c'est devenu tellement facile. Puis je le faisais déjà aussi dans des magazines. Tu sais, il y avait des gens avec qui je faisais des entrevues qui disaient comme, ben en français, j'aime pas trop le pronom Yel. Puis j'étais comme, ben je peux ne pas te genrer du tout. Ben oui. Puis c'est des solutions d'écriture qui sont le fun. Fait que c'est comme mon terrain de jeu aussi tu sais, c'est pas le terrain de jeu de tout le monde, mais moi, l'écriture, je maîtrise ça. C'est Puis ça. quand j'ai fait des formations d'écriture inclusive avec, mettons, les 3 sexes, ça m'a juste confirmé comme, mes instincts étaient déjà bons. C'est ça. Je faisais déjà ça, tu sais. C'est un statement. En même temps, de faire. Je le fais pas full frontal de comme. Je refuse d'utiliser les. Tu sais. Mais pour les gens qui vont le remarquer, c'est comme. Hey, ça se fait, puis ça. Comme que les gens ils chiolent, là, ça affecte pas ma lecture pantoute. Mais Là. c'est comme la ville de Montréal là, qui a eu des directives d'essayer d'aller vers les piscines. Puis il y a tellement de monde qui le remarque pas. Là, quand c'est ça qui me fait rire. Puis tu sais, comme employé le personnel. Ouais. Tu sais, Oui, c'est comme ça. tu peux vraiment dire comme la clientèle. Ouais, Ou c'est les ça. clientes. Comme... Ouais. Puis aussi, mais moi, je trouvais ça intéressant de voir par rapport au français, il y a comme un certain aussi
tu sais, qu'il faut pas oublier aussi, il y a comme un espèce d'élitisme aussi derrière le langage inclusif qui est pas nécessaire. Tu sais, on dit le langage inclusif, c'est pas inclusif pour les gens qui apprennent le français, qui ont de la misère à l'écrire, qui ont de la misère à le lire aussi, des gens qui vont être, tu sais, dyslexiques. Même moi, je suis un peu dyslexique, puis je le fais, l'écriture inclusive, puis j'ai de la misère à lire mes propres affaires. Tu sais, mettons, il y a du monde qui nous a envoyé des livres, des livres fantastiques, puis ils sont écrits en langage inclusif. J'ai de la misère à les lire, moi, parce que je suis trop dyslexique pour lire autant de points E puis point S. Moi, c'est difficile pour ça. Fait que c'est pas parfait, dans le sens c'est vraiment un pas vers la bonne direction, puis c'est une façon d'en discuter, je pense. Mais tu sais, mettons, moi, je vais préférer un mot qui inclut les deux, comme auditorice ou auditoire, que auditeur.is, tu sais, comment écrit, parce qu'il faut pas oublier non plus que c'est vrai que ça alourdit la lecture pour les gens qui ont des problèmes de lecture aussi. Oui, puis c'est ça aussi, c'est comme, tu sais, des considérations d'accessibilité, ben moi, je veux pas non plus, justement, présenter certains pronoms, certaines manières d'écrire de manière inclusive comme la solution, parce que c'est un espace qui doit être mouvant, qui représente plusieurs réalités, puis qu'on doit continuer à réfléchir aussi, tu sais. Puis le but, c'est pas de trouver une solution unique, mais justement, comme de remettre en question le langage, puis d'essayer de le rendre plus malléable à différentes réalités. Fait que c'est ça, comme pour moi, il y a quand même quelque chose d'important à l'exercer, puis surtout, je trouve, en genrant pas un personnage, ça remet entre les mains des journalistes leurs propres problèmes de comment vous allez en parler, tu sais. Peut-être que vous allez être obligé d'utiliser le « yel » maintenant. Puis si vous utilisez le « elle » par défaut, je sais que vous allez avoir fait comme un 1+1, puis vous avez assumé que c'est comme une autofiction. C'est ça, puis vous m'avez mégenré. Exact, oui, c'est ça. Fait que je trouve ça le fun, là, comme, tu sais, justement, de comme... Ça les pousse à se questionner, puis... Oui, puis à peut-être, justement, comme essayer de faire un effort de trouver des stratégies de langage qui peuvent contourner ça. Puis moi, je trouve ça même plus le fun aussi qu'on contourne le genre, parce que je suis comme, est-ce que tout doit être rapporté à ça? Puis de plein d'autres manières dans le livre aussi, comme j'ai des scènes de cul que c'est pas génital, tu sais, c'est comme, c'est très comme sensoriel, les nervures, très comme... c'est ça, les textures. T'es pas comme un auteur homme qui passe 3 pages à parler du galbe d'un sein. Le cliché Tumblr qui nous a toutes fait mourir. Mais c'est ça, tu sais, comme trouver d'autres manières de parler de la sexualité aussi qui est très queer, puis que, tu sais, je sais pas, là, comme qui est très ASMR aussi, là, tu sais. Mais je trouve ça intéressant de parler de un peu, c'est ça, déconstruire le genre à l'écriture. Tu sais, moi, j'ai tendance, parce que je suis misandre, tu sais, puis mettons, j'écris un festival d'humour féministe où il y a que des femmes, que des personnes non-binaires, mais c'est ça, je pense que c'est ça que je vais faire dans le futur. J'avais tendance à, moi, je vais tout féminiser parce que fuck les dudes, je suis tannée des hommes, puis je veux me dissocier de la domination masculine dans l'écriture, puis dans la langue française, puis dans tout ça. Mais à chaque fois, je me posais la question, ouais, mais maintenant, est-ce que les personnes non-binaires se sentent incluses quand tu fais ça? Pis... Ah, mais moi, je suis misandre aussi, j'ai pas de problème avec ça. Là. Puis je suis la personne, tu sais, c'est ça aussi que je suis comme, je suis pas non-binaire parce que j'aime pas la féminité. Puis justement, j'ai des phases où je joue un peu plus avec une androgynie, mais j'ai des phases aussi comme d'hyper-féminité. Puis pour moi, le maquillage, c'est comme cette espèce de... Je trippe sur le rose, je trippe sur les glitters, comme cette espèce de truc-là, genre Barbie, là, comme si je suis obsédée par ça, là, puis c'est pas parce que j'aime pas la féminité, fait que moi aussi, je suis comme, ben, écris tout en féminin, là, m'en coller. Mais c'est ça, ben, tu sais, comment le faire en m'assurant que ça heurte pas les personnes qui s'identifient vraiment pas à aucun des deux genres, puis tu sais, de comment faire, non, mais vous êtes avec nous, ou tu sais, moi, mettons... mettons, mon show s'appelle... j'ai un show qui s'appelle Québécoise, tu sais, que j'ai créé avec que des femmes ou des personnes à diversité de genre qui sont racisées. Un show d'humour. Mais là, j'étais comme, ouais, maintenant, Québécoise, si t'as une personne non-binaire sur ton show, puis elle n'utilise pas les accords féminins, ben Québécoise, c'est pas inclusif. Fait que là, j'ai commencé à l'écrire en écriture inclusive, justement, mais j'étais comme, tu sais, autant, puis là, c'est ça, là, Faudrait dire écriture non-genrée, je pense, parce qu'écriture inclusive, en tout cas, moi, j'ai de la misère avec ça, c'est pas inclusif. Non, c'est pas inclusif. C'est pas inclusif, c'est vrai. Mais ça pousse les réflexions, puis je trouve ça bien qu'on en discute sans être heurté, parce que même... Les personnes cis, là, on a de la misère aussi, là, quand on nous dit qu'on n'est peut-être pas des bonnes personnes si on n'inclut pas les personnes pas cis, puis on est comme, non, mais moi, je suis une bonne personne, je suis féministe, oui, mais t'es-tu assez intersectionnelle aussi pour ça, tes questions? C'est dans tous les milieux, puis dans toutes les pratiques, mais aussi, comme, moi, c'est ça, je peux pas parler au nom de toutes les personnes non-binaires. Il y en a des personnes non-binaires qui vont, pointer du doigt, puis être comme, moi, je trouve pas ça inclusif, puis tout ça. Moi, je serais du genre de dire time and place. Si c'est ton projet puis que tu veux mettre en valeur de quoi qui est marginalisé puis qui est comme
sais, justement utiliser la féminité de manière radicale. Comme t'as même pas à me prouver ou à me convaincre de quoi que ce soit. Comme tout le monde a des buts, des pratiques différentes. On est tous conscients j'espère qu'on représente pas tout le monde, là, tu sais. Ouais. Mais je suis aussi fatiguée, justement, comme de... Puis c'est pour ça aussi, comme avec les pronoms, ben, je suis pas intéressée à être une police, là. Je m'en calisse. Ouais. Fait que, tu sais, je suis pas non-binaire pour devenir la police non-binaire. Je m'en fous, tu sais. On Fait que- haït la police. Non, on a mais dit, c'est ça. il y a un truc de genre de gauche anarchiste qui est genre fuck the police means we don't act like cop to each other. Ouais. là. Ah, ouais, c'est bon. Comme- Oui, puis c'est moi ça aussi, des aussi. fois, je suis fatiguée d'une certaine gauche. Puis Ouais. l'Internet est tombé là-dedans. Moi aussi, je suis tombée là-dedans à certains moments que là, c'est comme... on dit « Ah non, ça, c'est pas inclusif » ou tu sais que là, il y a des conversations comme heated, comme dans les commentaires, qui est avec nous, qui est contre nous. Justement, l'effet de gang, comme je trouve ça Ouais. fait jamais rien de bon. On n'a pas des discussions intelligentes ou nuancées avec ça. Puis t'as pas besoin d'adhérer exactement à ce que moi, j'adhère ou ma pratique. Puis c'est ça, tu sais. Puis des règles de français, tu sais, au final, on est en train de les ajuster. Là, tu sais, que je trouve ça intéressant aussi de parler de comme registre, au lieu de parler de règles de français pour les gens qui parlent mal, de parler de différents registres. Tu sais, fait que t'aurais un registre non-genré, t'aurais un registre formel, un registre de populaire, un registre, tu sais, comme de français international qu'on dit. Tu sais, il y a aussi de jouer là-dedans, puis tu sais, comme, c'est ça, les deux, justement, on n'accorde plus pareil, toi puis moi. Par exemple, moi, mettons, j'accorde dans la majorité ou j'accorde au féminin ou je vais accorder aussi tu sais, parce que c'est une ancienne règle de français, là, d'accorder avec de Le proximité. Ouais, avec de proximité aussi. Fait que j'essaie de le faire le plus souvent. Moi puis Octave, mon chum, on accorde. Maintenant, lui-même, il arrête de faire. Mettons, il fait « Hey, on est heureuse ». On est comme, tu sais, de juste faire « OK, on le switch, cette affaire-là », tu sais. Fait qu'on peut jouer avec la langue, je pense, comme on veut. Puis ça me fait rire parce que ce que tu avais dit... Je reviens un peu avec ta critique de Marc Fortier. Je trouve qu'il y a vraiment un discours populaire que je pense aussi pour vrai que les gens contre la gauche inventent. Ils inventent et c'est très vrai, là. Ça, je vous donne un vrai exemple. Là. Je connais quelqu'un, je vais pas essayer de nommer de nom, mais peut-être le nommer en prolongation, qui travaille pour un humoriste. Puis l'humoriste avait genre... C'était un bonhomme de 50 ans, OK? Fait que j'ai pas besoin de le nommer, il y en a 22. Choisissez votre préféré, puis c'est celui-là. Votre moins préféré, puis c'est celui-là. Puis qui avait un discours, qui faisait un sketch sur « Ah, à un moment donné, j'étais au barbecue, puis là, mon cousin vegan, non-binaire, commence à venir... » Puis là, il invente une affaire, puis moi, je lis ça, parce qu'elle me le présente, puis je fais « Mais ça, c'est pas arrivé. Ouais. C'est pas une vraie discussion. » Fait que je suis comme, pourquoi t'écrirais un truc? En tout cas, puis il y a beaucoup de monde de la droite ou des centristes, là, je veux dire, ben, c'est de la droite quand même, mais eux, ils se considèrent centristes, qui vont aussi carrément, je pense, inventer ce genre de débat-là. Sur Oui, nous autres. C'est Des un affaires inventaire. oui, C'est ça, il y a ouais. tellement d'affaires, moi, que j'ai entendu du monde de centre, de genre, « Ah non, mais là, si je dis ça, c'est pas politiquement correct, on va m'engueuler. » Puis je suis comme, qui t'a engueulé? C'est quand que c'est arrivé, Oui, cette ben c'est affaire-là? comme, oh, les manifestants, je sais bien, vous pétez toutes les vitres. Puis t'es comme, mais non, c'est pas ça qui arrive dans une manif, généralement. Mais là, c'est t'sais. ça que j'aime pas aussi, c'est qu'on nous prête des intentions. Tu sais, comme si vraiment en action c'est arrivé, ben ayons une discussion là-dessus. Mais dans les faits, je connais personne justement comme de non-binaire qui pète une coche si on dit pas yel, là, tu sais. C'est ça. Fait que je suis comme, ben c'est juste rooté dans la peur, tu sais, que ça arrive, puis ça en dit plus, je veux pas psychologiser, mais ça en dit plus sur eux autres que ça en dit sur nous, mais Ouais. gars, le problème étant que ces étiquettes-là, ils déshumanisent, puis c'est la peur qui fait qu'on crée des étiquettes qui déshumanisent, ou comme des espèces, justement, d'épouvantails qui existent pas, mais c'est parce qu'ils veulent pas nous parler, ils ont trop peur, Exact. alors qu'on est parlable, tu sais. J'ai envie de te lancer sur une question qu'on pose à tous nos invités, qui est la question Belle et Rebelle. La question Belle et Rebelle, c'est parce que Belle et Rebelle, c'est une boutique que tu connais peut-être, qui est sur la Plaza Et Saint-Hubert. ce n'est pas pour les super nanas. Non. Comme on s'est fait. Oui, quelqu'un pensait qu'on parlait des Powerpuff Girls, puis j'étais comme, sure. Oui, parce qu'il y en a une qui s'appelle C'est Belle. Belle une qui s'appelle Bulle et Rebelle. Belle Bulle et Rebelle, voilà. Ça pourrait, c'est peut-être ça la genèse. Mais non, c'est pas ça. C'est une boutique. Mais ce qu'on aime beaucoup de cette boutique-là, déjà, c'est nos commanditaires, on les aime. Code promo Farouche 15 pour votre magasinage. C'est que c'est une équipe toute féminine. Puis ça, on aime ça, parce qu'on est tanné de travailler avec des monsieur cis. Et donc, on s'est dit qu'on allait créer une question pour nos invités. Et la question est la suivante. Est-ce que toi, il y a des aspects de ta vie où est-ce que tu as fait le travail conscient de decenter men?
Oui! Oh mon Dieu, oui, très, très conscient. Surtout ces dernières années, en fait, ben c'est ça, tu sais, comme tout le rapport au genre dont on parlait tantôt, comme je trouve aussi, à un moment donné, j'ai réalisé comme, OK, mais mes attitudes envers les... Je pense que c'est juste venu du fait comme... Quand j'ai vu beaucoup de choses, tu sais, sur les réseaux sociaux qui disaient comme, pourquoi on essaie de plaire à des hommes qui nous plaisent pas? Puis c'était aussi à une époque où, justement, comme, je m'affirmais bisexuelle, mais j'étais toujours en train de me dire comme, mais j'aime pas tant les gars que ça. Comme, je suis juste tout le temps en train de chier sur les gars, pas littéralement, là, mais comme, c'est ça que je les aime pas, j'ai rien de bon à dire sur eux autres. Mon expérience at large, c'est que c'est pas des bonnes personnes, comme, sont pas capables de se remettre en question ou de... Je les aime pas, fait que pourquoi j'essaie tout le temps de leur plaire? Puis même comme dans mon attitude, pourquoi je suis comme toujours dans un rapport de séduction, même avec des hommes que je veux pas leur plaire? Je me calisse, tu sais, c'est oui, ça. ou que je projette mon père sur des boss ou whatever. Comme, j'étais comme... OK, il y a comme une espèce de névrose là que ça n'a pas de bon sens, j'aime pas être comme ça, puis il faut défaire ça. Puis je pense que c'est vraiment venu avec le fait que, comme, ben, peut-être que je suis plus lesbienne, parce que je tripe tellement ces femmes. Je n'ai que des bonnes choses à dire sur les femmes. Les femmes, c'est les personnes les plus intelligentes, les plus abouties, les plus autonomes, les plus créatives, qui doutent d'elles-mêmes à un point tel qu'elles vont faire les choses parfaitement. Je suis juste comme, je n'ai que des bonnes choses à dire sur les femmes, puis ma passion dans la vie, c'est les femmes, là, tu sais. Fait que, ou, tu sais... personnes assignées femmes, tu sais, des gens qui ont été socialisés femmes, qui ont eu ces challenges-là, puis at large, je suis juste attirée par toutes les personnes qui ont vécu de la misogynie. Ouais. C'est ce qui nous rassemble. Oui. On genre pas juste personne ayant vécu de la misogynie. C'est ça. Voilà. Moi, ça peut être une personne non-binaire qui a déjà vécu de la misogynie, que ce soit bon. par son expression de genre ou comme son sexe assigné à la naissance. Une femme trans qui vit la misogynie fois 1000. Un homme trans qui a connu aussi de la misogynie. Oui, un homme gay, parfois, qui a vécu de la misogynie parce qu'on lui a dit « tu ressembles, t'es efféminée. » Je suis juste attirée par... Ben, c'est fucking drôle comme attirance, ça me fait vraiment rire. Non, mais c'est comme, il y a comme des valeurs, ou pas des valeurs, mais comme une espèce de compréhension mutuelle, que j'ai l'impression que c'est un baseline que là, je peux bien m'entendre avec toi sans, comme à un moment donné, être frappée par un mur puis réaliser comme tu nous vois même pas comme des humains complets. C'est tellement ou t'es même pas capable de te remettre en question comme le font les personnes qui ont vécu de la misogynie. Fait que oui, j'ai vraiment comme justement challengé toutes ces choses-là chez moi. La non-binarité aussi, tu sais, comme ça vient avec cette partie-là de comme, mais peut-être que j'ai pas le goût justement comme d'être dans des standards, tu sais, puis c'est ça, comme trouver ce qui est beau pour moi, ce qui est comme, tu sais, c'est ça, au lieu de toujours me fier comme un espèce d'œil comme panoptique. De male gaze, c'est ça, tu sais, qui définit comme toutes nos manières de se présenter, d'agir, de réfléchir ou whatever, là. Fait que j'ai comme petit à petit comme enlevé comme les barres de cette prison-là. Là. Oui. Puis je pense que justement, c'était le fait de plus assumer comme ma lesbiennitude. Mais justement, comme, tu sais, autant comme les étiquettes, whatever. Là, mais autant, je pense que c'est juste comme une manière de dire, comme, mais je trouve que, tu sais, il y a plein de réflexions super intéressantes sur le lesbianisme, sur comme justement un monde qui exclut de facto les hommes, tu sais. Fait que j'adore ces théories-là, puis ce contenu-là, puis imaginer justement un monde meilleur où les femmes... Oui, on est tellement mieux de ce côté-là de la lumière. Mais moi, ça me fait rire ce que tu dis, parce que moi aussi, depuis que j'explore un petit peu ma bisexualité, je suis comme, oh mon Dieu, mais les gars, c'est vraiment rare que je trouve un gars beau. Genre, c'est vraiment... En fait, c'est comme une des premières fois où j'en ai comme parlé avec mon chum, il était genre, OK, mais... comme quelle femme tu trouves belle? Puis j'étais genre, pas vrai. Toutes. Mais genre, les gars... En fait, j'étais comme... J'ai vraiment retourné la question. Je fais, en fait, la question, c'est est-ce que je trouve des gars beaux? Ouais. La réponse, c'est colissement pas beaucoup, tu sais. Puis c'est genre des gars avec des cheveux longs, avec des manières efféminées. Tu sais, comme ça devient vraiment dans l'autre spectre. Fait que je trouve ça drôle aussi, cette affaire-là, de comme... Je sais même pas... Mais est-ce que c'est des billets? Est-ce que c'est... Parce que moi, j'ai un niveau de misandrie qui fait que, justement, peut-être un gars qu'il y a 10 ans... j'aurais trouvé spontanément attirant juste physiquement. Je suis comme, je vous haïs tellement, je suis sûre que tu me gaslighterais. Puis là, ça fait que je le trouve pas beau, tu sais, mais est-ce qu'il est réellement pas beau dans mon œil ou c'est parce qu'on doit juste accepter que c'est
rendu indissociable, finalement. C'est Ben, quand t'es féministe puis que tu décenter men, tu peux plus penser l'un sans l'autre, tu sais. Eternal question, mais j'ai quand même l'impression, tu sais, on a toutes des versions différentes de qu'est-ce qui constitue notre orientation sexuelle, notre plaisir comme scopique, que j'ai appris dans mes études en cinéma. Ouh, scopique. Grâce à Laura Malvé. Puis c'est ça, le plaisir scopique, mais aussi comme, tu sais, ce qui nous allume, tu sais, on décide malheureusement pas ce qui nous titille dans le bas du ventre, là, tu sais, mais il peut justement, tu sais, des fois, on est attiré parce que quelqu'un est une bonne personne. Oui. Des fois, on est attiré parce que quelqu'un a un beau sens du style. Des fois, on est attiré parce que quelqu'un, je sais pas, comme un... tu sais, des fois, une de mes amies puis moi, on parlait, puis on était comme, on aime beaucoup les gens qui ont des dark features. C'est comme des yeux bruns, des cheveux comme foncés, tu sais, puis que pas nécessairement comme des blonds yeux bleus. Oh my God! C'est comme, c'est-tu un fantôme. Fait que, tu sais, on décide pas de ces choses-là, mais j'ai quand même l'impression, dans l'ensemble, ben, à un moment donné, de se poser justement la question comme qu'est-ce qui m'attire réellement? Est-ce que ce qui me get off, c'est juste quelqu'un qui va me respecter? Ouais. Une attitude un peu comme fuckboy. C'est pas parce que justement c'est une lesbienne qui est là que ça m'attire. Ouais, c'est ça, mais moi, je suis pas... C'est pas ça qui m'attire, en fait. C'est comme... J'aime de quoi de... Puis, tu sais, je suis pas sortie avec juste des personnes qui étaient hyper féminines non plus, là, mais je vois comme une fille comme qui va être full maquillée ou justement comme plus explorer la féminité, puis je vais être comme... Assis-toi sur ma face. Là, mais c'est ça, c'est comme... On décide pas ces choses-là, mais en même temps, c'est drôle quand même de remarquer comme qu'est-ce qui sociétalement est pas tellement associé au genre, mais plus comme à l'expression du genre qu'on trouve attirant et sexuel, que c'est plus génital, en fait, tu sais. Justement, peut-être que le genre, c'est un construit social. Moi, ce que je trouve drôle aussi, c'est que sur TikTok, moi, j'ai appris que j'étais un cliché avant même de sortir du placard de la bisexualité. Ah ouais? C'est genre les filles avec des septums, avec des piercings dans le nez, avec des tatous un peu sorcières, qui trippent sur le tarot. C'était genre, sont toutes bisexuelles. J'étais comme, bon, mais ça y est, j'étais un cliché. Genre, je viens de sortir du placard, je suis déjà un cliché. C'est le fun à savoir, ça. Beaucoup de gens m'ont écrit après mes stories hier qui étaient comme « Ah oui, moi aussi, je suis non-binaire et j'ai été emo. Est-ce qu'il y a comme des mathématiques là? » Puis je suis comme « Ben oui, on était des petits êtres sensibles, artistiques et un peu comme en marge. » Ding, 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 ding. Les mathématiques. Oui, puis dans ce temps-là, Imo, en plus, il y avait comme tout un... Mais pas un combat, mais tu t'avais les skaters. Oui, mais aussi, Imo, c'était très fluide dans oui, vraiment. Les gars avaient les cheveux longs, se maquillaient, portaient des skinny qui achetaient dans la section des filles. Oui, il y avait comme... Ça c'était déjà là. Ah ouais. Du vernis à ongles, les gars portaient du vernis à ongles. J'aime tout. Ben, merci tellement, Alex, bien pour cette fabuleuse conversation qui aurait pu durer des heures et des heures encore. Merci. Mais heureusement, ça continue. Un petit 10 minutes en prolongation. Oui, venez nous rejoindre là, si vous Sur n'êtes pas Patreon. déjà abonné, parce que c'est n'importe quel palier, là, patreon.com/farouche, puis ça vous donne accès aux épisodes peut-être un peu avant tout le monde et à toutes les fabuleuses prolongations avec nos invités. Merci à Pivot pour le prêt des locaux et de l'équipement. Merci à la Halte 24/7 pour le bel accueil. Merci Belle et Rebelle pour leur soutien indéfectible. Code promo Farouche15 pour votre magasinage en ligne et en boutique. N'hésitez pas à le demander en boutique aussi. Merci à toi, Coralie Lapérière. Merci à toi, Anna. Fait que parlez de Farouche autour de vous si vous avez aimé cette formule d'épisodes estivaux qui tire à sa fin parce qu'on va éventuellement l'automne s'en vient puis on va retrouver nos épisodes réguliers devant le public. Ben dites-nous là, peut-être qu'on continuera en faire dans notre saison régulière. Oui, et si jamais vous allez voir le premier épisode régulier de Farouche, ça sera un épisode corpo qu'on va faire, mon Dieu, qui est booké depuis 6 mois. Oui, je me rappelle pour déjà pas pour qui. congrès de l'association des regroupements communautaires. En tout cas, un affaire de même, ça va être d'autres mondes qui haïssent la CAQ, fait que ça va être le fun. C'est toujours le fun avec ce genre-là. Donc, si aussi vous êtes ce genre, vous êtes dans un organisme, vous êtes comme, mon Dieu, je les aime tellement les Farouches. Vous pouvez avoir les J'ai Farouches envie de les engager. vous. Ben, ça se peut. Puis en plus, ces épisodes-là, aussi, des fois, le monde ne les écoute pas, ces épisodes-là, corpo. Ils sont super intéressants quand même. Ils sont pas Allez. corporate. Là. On fait un épisode de Farouche normal. Mais on est payé pour. Puis on est qu'on a payé du un petit peu fun. plus cher. Fait que merci les Farouches. Merci Alex, merci les Farouches. Merci.